Anni-Frid Signy-Lyngstad, dont la voix de mezzo-soprano puissante, riche et émotionnellement résonante est à jamais indissociable de la légende planétaire d'ABBA, n'est pas simplement une chanteuse. Son existence est une épopée de survie, un récit poignant où la gloire éblouissante des projecteurs de la pop contraste violemment avec les cicatrices profondes et indélébiles de son histoire personnelle. Née le 15 novembre 1945 dans le village isolé de Birksen, dans la municipalité de Ballangen en Norvège septentrionale, son berceau fut paradoxalement l'épicentre d'un drame historique aux ramifications eugénistes qui déchira l'Europe. Sa vie a commencé sous l'ombre projetée et terrifiante des politiques raciales du Troisième Reich, quelques mois seulement après que les canons se soient tus, car elle est le fruit de l'union fugace mais documentée, scellée par les circonstances de l'occupation, entre sa mère norvégienne, Signy Lyngstad, et le sergent Alfred Haas, un soldat allemand de la Wehrmacht en poste durant les années sombres de l'occupation. L'origine traumatique, le sceau du Lebensborn et les conséquences de l'eugénisme. Cette conception, dépourvue de toute intention idéologique personnelle de la part de ses parents, inscrivit de fait Anni-Frid dans le programme sinistre et pseudo-scientifique du Lebensborn, ou Source de vie, élaboré et piloté par le fanatique en chef de la SS, Heinrich Himmler. L'objectif avoué de ce projet était d'une perversité absolue et d'une portée historique immense. Il visait à une purification et à une augmentation raciale en encourageant activement les relations jugées génétiquement favorables entre des soldats aryens, jugés idéaux selon les critères nazis et des femmes nordiques, particulièrement norvégiennes, qui étaient considérées comme l'élite biologique de la race nordique pour fonder la nouvelle race des maîtres. Ces politiques eugénistes étaient un prélude terrifiant à la future société nazie, cherchant à contrôler la reproduction pour des objectifs politiques déments. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prit fin brutalement avec la défaite retentissante de l'Allemagne en mai 1945, l'ironie se mua en terreur d'État et en haine populaire. Ces enfants, destinés à être les piliers du Reich de Milan, devinrent instantanément les parias nationaux d'une nation en quête de reconstruction identitaire et de vengeance collective. La libération de la Norvège déclencha une vague de haine et de représailles d'une intensité brutale et d'une portée sociétale qui marqua des décennies. Les mères, accusées de collaboration horizontale, un crime social grave, subissaient des humiliations publiques, y compris l'odieux rituel du rasage des cheveux, l'ostracisme et la confiscation de leurs biens. Mais leurs enfants, les Tiskerbarna, enfants allemands, furent encore plus cruellement catalogués comme des souillures génétiques et des symboles vivants d'une honte nationale qu'il fallait, selon les vœux de certains responsables politiques de l'époque, éradiquer de la société civile et de la mémoire collective. L'État norvégien, loin de protéger ses innocents, a paradoxalement institutionnalisé leur souffrance, allant jusqu'à préconiser et mettre en œuvre des mesures eugénistes extrêmes, notamment des examens médicaux forcés, des tentatives d'internement en institutions psychiatriques basées sur des thèses de dangerosité raciale ou des gènes nazis, et un rejet sociétal quasi total. Le destin frappa la petite Frida avec une double peine immédiate et irréversible, intensifiant son traumatisme originel. Son père, Alfred Haas, fut d'abord porté disparu et présumé mort en mer, le naufrage de son navire laissant son statut officiel flou. Cette absence initiale et l'incertitude qui l'entourait laissèrent un vide psychologique béant chez l'enfant, un sentiment d'abandon qui allait la suivre toute sa vie. Le coup de grâce émotionnel fut le décès prématuré de sa mère, Signy, emportée par une insuffisance rénale à l'âge tragique et cruel de 21 ans. Frida n'avait alors que 2 ans. Elle se retrouva doublement orpheline ou de père absent et de mère défunte, et immédiatement marquée par l'étiquette infamante de l'enfant illégitime de l'ennemi, portant un fardeau sociétal et historique qui allait déterminer toutes ses années de formation et influencer sa vision du monde et ses relations interpersonnelles futures. L'exil, la stigmatisation perpétuelle et le rôle de la grand-mère protectrice. L'environnement hostile et vindicatif en Norvège devint rapidement intenable et physiquement dangereux. Les persécutions contre les Tiskerbarna étaient une réalité quotidienne, institutionnelle et menaçant l'avenir même de l'enfant. Sa grand-mère maternelle, Arntine Enil Lyngstad, une femme d'une force morale et d'une détermination hors du commun qui avait vu sa propre fille subir la honte et mourir jeune, prit alors la décision désespérée de l'exil immédiat et forcé. Elles quittèrent clandestinement la Norvège, laissant derrière elles tout attachement matériel et toute sécurité, pour chercher refuge en Suède, un pays neutre où les lois et l'opinion publique étaient légèrement moins vindicatives, à la recherche d'un havre de paix qui ne parvint cependant pas totalement à éteindre le stigmate social et le sentiment d'être une paria éternelle qui s'était déjà ancré profondément dans la psyché de Frida. Installée dans la région du Härjedalen en Suède, Frida grandit comme une enfant déracinée et marginalisée,
souvent contrainte au silence sur ses véritables origines pour éviter le harcèlement. Elle portait le poids de son histoire sans en avoir la moindre responsabilité. Le rejet qu'elle subissait, notamment de la part de certaines communautés norvégiennes immigrées ou de Suédois méfiants, alimenta une faim insatiable de reconnaissance et un besoin viscéral de s'accomplir, de prouver sa légitimité et sa valeur par l'excellence. Ce climat de silence et de peur sur ses origines a forgé une personnalité à la fois réservée, incroyablement sensible, mais dotée d'une force intérieure exceptionnelle et d'une volonté farouche. Le fait de ne connaître son père que par des rumeurs et des hypothèses renforçait son sentiment de fragilité identitaire et sa quête de vérité et de racines. La grand-mère Eni devint le pilier émotionnel, le gardien de la mémoire et la première agente artistique de Frida, une figure de substitution dont le rôle fut absolument fondamental dans sa survie psychologique et sa trajectoire professionnelle. Le salut par l'art, de la discipline vocale à la célébrité nationale. Face à cette solitude existentielle et au poids du secret, la musique devint le seul sanctuaire et le véritable exutoire cathartique de Frida. Sa grand-mère Eni fut sa muse et sa protectrice. Le talent vocal unique de Frida, caractérisé par une tessiture étendue, mezzo-soprano, et une profondeur émotionnelle naturelle, fut rapidement exploité. Sa voix possédait une richesse de timbre et une capacité à transmettre la mélancolie et la passion qui deviendra sa signature distinctive. Elle commença à chanter professionnellement dès l'âge de 13 ans avec le Ewa Lekes Orchestra, se forgeant une discipline de fer, une polyvalence et une maîtrise technique remarquables dans l'interprétation des standards de jazz, de la pop et des schlagers de l'époque. Cette expérience précoce lui offrit la confiance scénique qui compensait son manque d'assurance dans sa vie privée et son statut social, le public devenant sa première source d'acceptation inconditionnelle. La Suède lui donna l'opportunité de sa première grande validation. En 1967, sa victoire au concours national New Face, en interprétant en Ludwig DAG, lui ouvrit les portes d'un contrat d'enregistrement avec EMI et d'une célébrité nationale instantanée. Ce triomphe, retransmis à la télévision le jour même du Dagen H, le changement de sens de circulation en Suède, garantissant une audience record, fut une réfutation publique et éclatante de son statut de paria. La musique était devenue le vecteur de sa rédemption, de sa légitimité en tant qu'artiste suédoise, et une première étape vers la réparation de son histoire. L'alchimie d'ABBA, un succès fondé sur l'amour, la créativité et la rupture. L'année 1970 marque la rencontre fondamentale avec Benny Andersson. Leur relation se transforma rapidement en une fusion romantique et artistique intense et déterminante, un mariage de talents qui allait redéfinir la pop mondiale. L'alchimie entre la sensibilité R&B brute et la puissance scénique de Frida et la rigueur mélodique et structurelle de Benny fut l'une des clés de la création d'ABBA. La dynamique du quatuor, avec le contraste vocal et stylistique unique entre la force expressive de Frida, souvent associée aux titres plus dramatiques comme Knowing Me, Knowing You, et la clarté pure d'Agnetha, associée aux titres plus lumineux comme Mamma Mia, a permis à la musique d'atteindre une complexité émotionnelle rare. Pour Frida, le succès planétaire d'ABBA n'était pas seulement une carrière, c'était la réparation d'une injustice historique, l'acceptation planétaire inconditionnelle qui venait enfin masquer le rejet local de son enfance. Pourtant, au fait de la gloire internationale, le passé fit une intrusion inattendue et déstabilisatrice. Un magazine parvint à localiser le sergent Alfred Haas, qui n'était pas mort mais vivait une vie discrète en Allemagne de l'Ouest. Dans les années 1970, Frida organisa les retrouvailles. Ce fut une confrontation amère avec la réalité. L'homme qu'elle rencontra était un étranger, et la dépression qui s'ensuivit fut le contre-coup du choc psychologique. Elle réalisa que l'absence de 3 décennies était irréversiblement perdue, et que l'idéalisation qu'elle portait était un mythe. La blessure de l'enfance sans père demeura ouverte, transformant cette rencontre en une reconnaissance amère plutôt qu'en une réunion filiale véritable. L'éclatement des idéaux vint ensuite de l'intérieur du groupe. Le mariage de Frida et Benny, célébré en 1978, prit fin en 1981, après celui de Björn et Agnetha. Cet événement, marqué par une grande médiatisation, transforma le studio d'ABBA en un champ de tensions émotionnelles et de professionnalisme glacé. Les derniers albums du groupe, notamment The Visitor, sont imprégnés d'une mélancolie profonde et d'une maturité lyrique que l'on attribue à cette souffrance personnelle et à l'effondrement de la cellule familiale et créative. L'affranchissement solo, noblesse et la cruauté du destin. La dissolution du groupe en 1982 la força à un nouvel exil, celui de l'artiste solo. Son premier acte d'affranchissement fut l'album Something Is Going, 1982,
produit par le légendaire Phil Collins. Ce choix de collaborateur, axé sur un son plus rock, brut et expérimental, était une rupture délibérée avec l'image pop léchée d'ABBA. Le succès planétaire du single éponyme fut une victoire retentissante pour Frida, qui prouva son statut d'artiste solo légitime capable de dominer les charts. Cette réussite lui apporta une validation personnelle essentielle pour panser les plaies de la rupture conjugale et professionnelle, marquant un nouveau chapitre de son indépendance. Sa vie personnelle prit alors un tournant inattendu vers l'aristocratie. En 1992, elle épousa le prince Heinrich Reuss von Ploen, devenant son Altesse Sérénissime la princesse Reuss et comtesse de Ploen. Ce mariage lui offrit une stabilité émotionnelle et une forme de reconnaissance sociale inattendue, un contraste saisissant avec son statut initial d'enfant paria. Ce bonheur fut tragiquement éphémère. La fin des années 1990 devint une succession de deuils familiaux d'une cruauté démesurée. En janvier 1998, sa fille unique, Anne Liselott Fredriksson, née en 1967, meurt tragiquement dans un accident de voiture à New York. La perte d'une enfant est un drame universel, mais pour Frida, elle était amplifiée par l'écho de sa propre mère décédée jeune. Anne Liselott n'avait que 30 ans. Frida fut plongée dans une douleur incommensurable, confiant plus tard que cette épreuve l'a forcée à développer une immense solitude comme mécanisme de survie. Le destin frappa encore plus fort. Moins d'un an après la mort de sa fille, en octobre 1999, son mari bien-aimé, le prince Heinrich Reuss von Ploen, s'éteint prématurément à l'âge de 49 ans, emporté par un lymphome. Le double deuil consécutif, ou la perte de sa fille puis de son époux, fut un choc traumatique dont l'intensité est quasi insoutenable. Plus récemment, la douleur a ressurgi avec le décès de son petit-fils, Jonathan Casper, emporté par un cancer de l'estomac en 2023. Les deuils successifs ont fait d'elle une survivante qui, malgré tout, continue d'avancer avec une dignité remarquable. Conclusion, l'héritage de la survivance et le retour triomphal. Aujourd'hui, Annifrid Lyngstad incarne la dignité face à l'adversité. Elle a conservé ses titres de princesse douairière et comtesse, mais mène une vie discrète en Suisse avec son compagnon, l'aristocrate britannique Henry Smith, 5e vicomte Ambledon, depuis 2007. Son énergie est désormais dédiée à l'action caritative et environnementale, une quête de sens qui transcende les tragédies personnelles. L'ultime chapitre de son histoire fut le retour d'ABBA en 2021 avec le projet Voyage. Ce retour fut une revanche finale contre le destin et une célébration de la vie. Elle est revenue sur scène, non pas comme la jeune femme fuyant la haine de son enfance, mais comme une icône accomplie, respectée, et toujours aussi magnétique. L'histoire d'Annifrid Lyngstad est un témoignage monumental de la capacité de résilience humaine. Elle a transformé la haine et le rejet de son enfance, marquée par l'horreur nazie, en une expression artistique universelle, dont l'héritage résonne d'une force insondable et éternelle.